Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents. On va démarrer. Donc, je me présente. On me voit sur la photo, mais je me présente de vive voix. Je suis Rémi Barge. Je suis le conseiller en formation de Cap Formation Conseil. Donc, tout d'abord, merci pour votre venue et votre présence à ce webinaire. Dans un premier temps, je vais vous faire une très brève explication en fait, de Cap Formation Conseil, de qui on est, etc. Et par la suite, vous aurez l'intervention de notre invitée très spéciale, ma présidente, ma responsable et la présidente de Cap Formation Conseil, Madame Pascale Bergoen. On va commencer par la présentation de l'organisme. Donc, je vous ai dit, je vais faire très, très bref. Donc, Cap Formation Conseil, qui sommes-nous? Nous sommes organisme de formation professionnelle pour adultes et on a fait le choix de se spécialiser dans la formation professionnelle auprès des entreprises et des collectivités, ainsi que, bien évidemment, le conseil auprès des entreprises, donc en ce qui concerne les accompagnements sur différents domaines de la qualité, et notamment l'accompagnement à la mise en place de la certification Calliope pour les organismes de formation et bien entendu certaines entreprises. Nous sommes certifiés NF Service Formation depuis le 7 décembre 2017 et bien évidemment Calliope depuis le 11 décembre 2019. Donc, notre organisme, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes situés à Guire-en-Grange, donc c'est en Ardèche, voilà, de l'autre côté du Rhône. On est de l'autre côté du Rhône, pardon, par rapport à Valence. Notre organisme donc est 85 rue Conrad Kilian. En gros, on est dans l'agglomération valentinoise, voilà, tout simplement. Et on intervient donc régionalement et nationalement. Donc, hop, un petit point technique, c'est bon? Super, impeccable. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Pascale Bergoen, la présidente de Cap Formation Conseil. Pardon. Bien entendu, excusez-moi, vous allez avoir une demi-heure de webinaire, donc animé par Madame Bergoen, et par la suite, nous répondrons aux questions qui surviendront lors du webinaire, donc je les noterai, et nous ferons bien évidemment à la suite, nous répondrons aux questions qui ont été posées ou qui seront posées à ce moment-là. Voilà. Et je laisse la parole à Madame Pascale Bergoen. Bonjour, écoutez, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire que nous avons souhaité organiser pour vous apporter, essayer en tout cas d'éclaircir un petit peu peut-être votre questionnement, comment répondre en fait à la certification Calliope. Je vais partager en fait avec vous, on va dire depuis donc plus d'1 an et demi maintenant, je suis auditrice Calliope certifiée et j'accompagne des centres de formation donc à la certification, et donc je vais vous faire profiter un petit peu, on va dire, de mon expérience, peut-être pour répondre à des interrogations que vous pouvez avoir. Donc, comme vous le savez, cette certification qualité Calliope se substitue à Datadoc à partir du 1er janvier 2022. Voilà, donc à partir du moment où vous bénéficierez de fonds publics, alors à partir de l'année prochaine, ça sera l'URSSAF. Donc, vous devrez, alors il y a les fonds publics, il y a Pôle emploi, il y a la GFIP, vous avez également la Caisse des dépôts pour le compte CPF. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ces fonds publics, c'est-à-dire si vos formations sont finançables dans le cadre de ces fonds publics, vous devrez justifier de ce label qualité qui s'appelle donc RNQ, donc Référentiel National Qualité, Calliope. Aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2021, le Datadoc reste la référence. Donc, les exigences donc, du référentiel s'inscrivent en continuité de ce
si vous avez une pratique de la formation professionnelle, vous avez aussi la pratique des exigences en fait, de la qualité, hein, puisque on a toujours été dans cette exigence, les documents, les émargements, les évaluations, la satisfaction. Voilà. Donc, Calliope s'inscrit dans la continuité de ces exigences qualité. Calliope, c'est une certification, au même titre que peut-être si vous avez un OPQF, si vous avez un NF, ou si vous avez déjà peut-être validé une ISO, ou si vous avez déjà pratiqué dans une qualité. Donc, c'est plutôt sur ce champ-là que je vais, moi, on va dire, vous apporter un peu des éclairages pour répondre aux différents indicateurs. Donc, vous devez, autant Datadoc, on était dans le dépôt de documents. Hein, voilà, on démontrait qu'on avait des documents. Excusez-moi, je fais rentrer les personnes en même temps. Mon PC s'est arrêté juste au moment où on a démarré. Donc, j'ai dû changer de PC. Merci, Rémi. Excusez-nous, c'est vraiment les aléas du direct. Donc, comme je vous disais, le référentiel national qualité, c'est un véritable label. Hein. C'est un véritable label. Par rapport à Datadoc, on vous demandait la preuve de documents existants. Par contre, sur le référentiel national qualité, on va vous demander la preuve de la mise en œuvre des documents. Par exemple, démontrer que vous... démontrer des feuilles de satisfaction renseignées. On va prendre un dossier complet et on va regarder qu'est-ce qui a été réalisé par rapport au référentiel, par rapport aux critères qui sont attendus. Donc, la certification, c'est un audit sur site. Vous avez un organisme donc, qui est agréé, vous avez une liste, hein, vous en avez maintenant un certain nombre, hein. Vous avez l'AFNOR, vous avez Calicia, vous en avez un certain nombre que vous pouvez choisir librement, qui sont, eux, certifiés pour être organismes certificateurs, et donc vous allez avoir un audit, un véritable audit où l'auditeur va, soit en distanciel, soit en présentiel, venir relever la conformité de votre organisme par rapport à la certification Calliope. Voilà. La certification est valable 3 ans et vous avez un audit de surveillance hein, à partir entre le 18e et 22e mois, à partir du moment où vous avez été certifié Calliope. Voilà. Ce référentiel, donc, il est sur... Alors, je vous ai fait un petit schéma, bon, après, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, bien sûr, mais j'ai relevé ce schéma, je trouvais qu'il était très judicieux dans sa manière d'expliquer un petit peu le référentiel de certification. Donc, il y a une logique. Hein. On couvre avec le critère 6 la totalité de l'environnement professionnel donc, de votre activité. On part du besoin du client, de la manière dont on va communiquer l'offre, comment on rassure, on va dire, le client dans totale transparence sur ce qui est attendu et sur ce qui va être proposé par le critère 1. Puis ensuite, on va parler de tout ce qui est conception, développement des compétences, retour d'expérience et amélioration sur les critères 2, 5 et 7. Et on abordera bien sûr tout ce qui est l'affectation des moyens mis en œuvre et les évaluations sur les critères 3 et 4, hein, jusqu'à du besoin à la réalisation de la prestation. Voilà. Donc, on est sur 7 critères. Alors, 32 indicateurs. Attention, quand vous êtes, selon votre profil, vous êtes organisme de formation, vous êtes centre de bilan, vous êtes donc CFA, vous n'aurez pas, il y a des indicateurs communs et des indicateurs différents. Donc, la première étape, bien sûr, c'est déjà, si vous me donnez la feuille suivante. Je vous en prie. Voilà, donc la démarche de préparation à la certification peut être résumée pour moi en 4 phases. Donc, la première phase, ce qui est fondamental et très important, mais bon, vous le savez déjà, mais je préfère quand même vous le redire, c'est de vous approprier le guide du lecture, donc la dernière version qui est la V7 du 29 mars 2021, qui vous permet de centrer donc,
Ah, il faudrait couper les micros des participants. Ça dérange un monsieur. C'est vrai que quand on coupe les micros, il faut bien couper vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écho. C'est bien quand il n'y a qu'une seule personne qui parle, quand on est sur, C'est en cours. sur tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de couper vos micros. Merci. C'est bon, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, donc la première chose à faire, du coup, il est bien évident, c'est de vous approprier ce référentiel qui est disponible sur le ministère du Travail. Faites attention, il y a des versions, il y a plusieurs versions. Donc, la dernière aujourd'hui, à ce jour, normalement, si je ne me trompe pas, on est sur la V7, donc la version 7 du 29 mars 2021. Voilà. Et à l'intérieur, donc, vous avez un guide de lecture. Ce qui est intéressant avec ce guide de lecture, c'est qu'on vous donne le niveau qui est attendu avec des exemples d'outils. Donc, ce qui est important, c'est de bien vous approprier, c'est une Bible hein, maintenant pour vous, pour votre mise en conformité. La Bible, c'est vraiment ce manuel, ce guide de lecture qui a été élaboré de manière assez claire et qui vous permet, même si bon, des fois il y a des indicateurs, on a toujours un petit peu du mal à les interpréter. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement d'organismes de formation d'entreprise. Et c'est vrai que souvent, nous qui sommes de la formation professionnelle, ça nous parle, mais parfois, l'interprétation peut être un petit peu divergente. Voilà. Et puis aussi, vous savez, d'un auditeur à l'autre, c'est pareil. Hein, vous pouvez aussi avoir, pas des interprétations, mais il y a des auditeurs qui vont être peut-être plus à cheval sur une mise à jour, sur un descriptif de programme, et puis d'autres qui iront plus peut-être sur l'évaluation, d'autres sur la veille, etc. Donc, voilà, on est sur un audit avec un auditeur et donc vous pouvez avoir un petit peu des divergences sur les interprétations. Moi, j'ai une dame hier qui m'expliquait que sur le Datadoc, elle a déposé les mêmes documents parce qu'elle a plusieurs sites. Elle a déposé, donc elle a plusieurs sociétés, pardon, elle a 2 sociétés qui sont organismes de formation et elle me disait, j'ai déposé tous les mêmes documents avec deux contrôleurs différents. Il y en a un qui a validé, l'autre n'a pas validé. Vous voyez, donc voilà, il faut être bien vigilant, mais en tout cas, ce qui est important, c'est pour vous surtout d'être dans une cohérence dans la manière de travailler dans ce que vous faites. Et c'est ce que je vais essayer de tenter de vous expliquer. C'est d'arriver pour chaque critère, de démontrer vos pratiques et surtout de les prouver par des documents. Alors, c'est là où ça va demander quand même une certaine ingénierie. Donc, ce référentiel, c'est bien évidemment pour vous le guide de lecture. Eh bien, c'est très bien parce que ça vous permet d'avoir un outil que vous pouvez suivre et en même temps, ça vous permet à votre rythme aussi de répondre, on va dire, à la totalité des critères en suivant attentivement ce qui est attendu dans ce référentiel. Donc, je ne vous répète pas que pour Calliope, voilà, hein, que vous fassiez des actions de formation, que vous fassiez des bilans de compétences, que vous fassiez de la validation des acquis, que vous soyez CFA. Vous avez comment on appelle ça, des exigences qui sont un peu divergentes. Hein, mais bon, globalement, c'est un peu la majorité des critères sont communs à tout le monde. Alors, la phase 1, je prends connaissance donc, de ce fameux document donc, référentiel. Non, mais Rémi, tu pouvais laisser la suite pour que les gens puissent s'approprier ce que je vais dire ensuite. En phase 2, il faut que vous puissiez être en capacité de faire une analyse de ce que vous faites, c'est-à-dire faire des liens entre vos pratiques et ce qui est attendu dans le référentiel national qualité. Vous devez pour cela, donc, vous êtes déjà datadocké, alors là je l'ai marqué, vous êtes déjà certifié. Votre situation à l'égard du référentiel, bien sûr, ne sera pas la même. Parce que si vous êtes déjà datadocké, ça veut dire que vous avez déjà mis en place des processus, vous avez déjà mis en place des documents que vous allez pouvoir, du coup, mettre en place dans le cadre de la certification. Si vous êtes un nouvel organisme, vous partez de zéro, vous pouvez être audité sur des activités qui n'ont pas encore eu lieu. Là, j'accompagne notamment un nouvel organisme de formation qui est tout neuf. Ils vont être audités que sur
du déclaratif, comme on a pu le faire dans le Datadoc. On déclare qu'on a des feuilles d'émargement, on déclare qu'on a des fiches de satisfaction, mais elles ne sont pas remplies. Donc, tout ça sera contrôlé dans le cadre d'un audit de surveillance. Donc, établir un état des lieux de vos pratiques, ça va nécessiter, bien sûr, on va dire une espèce de prise de recul. Moi, souvent, l'accompagnement que je propose, c'est qu'en fait, j'accompagne les structures à prendre conscience de ce qui existe déjà et je les guide, je les aide à prouver ce qu'ils font, à le tracer, à le rendre visible. Alors, pour vous donner par exemple encore un exemple, hier, vous aviez, j'accompagnais une entreprise qui est en train de mettre en place la certification Calliope. Et en faisant rien que le premier critère, tout ce qui est communiquer, informer, etc., ils se sont rendus compte que le fait de travailler avec 3 ERP les empêchait de récolter, de pouvoir, par exemple, récolter le nombre, en tout cas des indicateurs de nombre de stagiaires, de nombre de satisfaction, de nombre… Voilà. Et du coup, déjà, le premier jour, le premier indicateur, ils ont commencé à réfléchir sur un nouveau fonctionnement. Voilà. Donc, si vous voulez, l'objectif, qu'est-ce qui était dit dans le cas d'une sous-traitance? Oui, je répondrai aux questions tout à l'heure, vous inquiétez pas, même si là, de premier abord, excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Voilà. Voilà. Alors, moi, là où je vous invite un petit peu dans ma réflexion, c'est de dire l'ARNQ Calliope, c'est un label qualité. Donc, je vais l'appréhender comme une qualité. Donc, je peux, à partir de la roue de Deming, si tu veux bien descendre, Rémi, à partir de la roue de Deming, contrairement à Datadoc, où là, je fais du déclaratif, je dis oui, j'ai une feuille d'émargement, oui, j'ai une fiche de satisfaction, où je démontre que j'ai des documents, mais je ne montre pas qu'ils fonctionnent. Je ne montre pas qu'ils sont en activité, oui, qu'ils sont utilisés, et surtout que je suis en amélioration continue. C'est-à-dire, je remets en question, par exemple, j'ai 4,8 de satisfaction stagiaire, je m'aperçois que le critère le plus bas dans la satisfaction, c'est par exemple la mise à disposition d'outils pédagogiques. Je vais organiser une réunion, je vais prouver dans mon audit de qualité que je fais des réunions, que dans le cadre de la réunion, on a réfléchi à des solutions et qu'on a mis en place, du coup, par exemple, on a investi dans des livrets pédagogiques de fin de formation pour une thématique parce que les stagiaires se plaignaient tout le temps. C'est ça qui va être vérifié, qui va être, on va dire… l'auditeur, c'est ça qu'il va regarder, c'est les améliorations, etc. Quand on prend la route de Deming, le management de la qualité, c'est vivant. Selon ce modèle, donc, je dis ce que je fais ce que je dis, je le mets en pratique et je le prouve dans un environnement et une amélioration continue qui est constante. Donc, je mets en place une politique qualité avec des engagements. Je vais nommer un référent handicap. Je vais nommer un référent pédagogique parce que c'est ce qui est attendu dans Calliope. Mon organisation, je vais élaborer un manuel qualité. Alors, en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. C'est comme ça que je voulais vous conseiller peut-être pour préparer Calliope sereinement. C'est un petit peu ma recette, c'est de dire j'organise autour d'un manuel, d'un livret, vous l'appelez comme vous voulez, et je retranscris mes pratiques. Et c'est comme ça, moi, que je travaille dans mon accompagnement, à partir d'un tableau que j'ai élaboré, que je fais pour chaque organisme que j'accompagne. Ensemble, on répond critère par critère. Donc, voilà, là, je vous ai mis un modèle. Par exemple, on a… Donc, pour ça, je vous ai mis dans le cadre de mon accompagnement à la certification pour vous aider dans cette phase clé. Pour moi, il est indispensable de constituer un tableau avec la totalité des critères qui reprend pour moi le critère, le niveau attendu, les éléments de preuve. Et en dessous, je vais décrire qu'est-ce que je fais, principale tâche, les outils que j'utilise
pour mettre en œuvre cette… stop, Rémi, stop. Je vais aller doucement parce que je voudrais bien que vous compreniez que, en fait, la préparation à l'audit, pour moi, j'ai travaillé pendant plus de 6 mois, alors que j'étais NF 214, j'ai travaillé sur ce tableau-là. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis, si vous voulez, de me présenter à l'audit sereinement, parce que j'ai retranscrit tous mes process. Critère 1, comment j'y réponds? Comment je diffuse une information accessible au public? J'ai un site internet, je vais sur les réseaux sociaux, je fais ci, je fais là. Donc, je décris déjà ce que je fais et j'essaie d'être objective dans ce que je fais. Donc, là, Rémi, tu peux mettre, si tu veux, les… Voilà. J'élabore des programmes de formation complets que je mets dans ma proposition commerciale. Ça, c'est bien la première communication que je fais. Je les mets également dans le site internet avec mes programmes complets. Donc, les programmes complets, il faut bien penser dans les programmes, il faut bien penser à tout, les modalités d'évaluation, les modalités pédagogiques, les prérequis. Vos programmes doivent être complets, c'est-à-dire qu'il y a des exigences, il y a des critères qui sont attendus par rapport à Calliope, et donc vous devez respecter ces critères-là. Donc déjà, mettre en conformité vos programmes. Ensuite, renseigner par exemple votre site internet avec des programmes complets et mis à jour. Ça, c'est vraiment l'action que je fais de manière régulière. Par exemple, demain, je change de formation, je mets à jour mon site internet, je mets à jour mes programmes que je joins à mes propositions commerciales, j'envoie ma fiche. Bon, alors après, ça, c'est encore autre chose. Mais je mets tout ce que je fais, tout ce qui est en communication avec mon public, comment j'informe mon public, comment je travaille en transparence avec mon client, sur quel outil je me base pour répondre à ce premier critère, diffusion d'une information accessible au public détaillée et claire concernant les conditions et modalités d'accès. Je mets un plan de mes locaux, je mets que je suis accessible aux personnes handicapées. Vous savez que, vous voyez, c'est tout noté à côté, tout support, outils d'information, plaquettes, réseaux sociaux, site internet, support de publicité, salon. Moi, salon, je n'en fais pas. Support de contractualisation, par exemple, un contrat d'engagement, par exemple, une convention de formation. Ça, ce sont des éléments qui vont prouver que je mets bien en place ce premier critère. Je ne suis pas obligée d'avoir un site internet. Moi, par exemple, j'accompagne les entreprises. La formation, c'est 1% de leur activité. Ils n'ont pas de site internet. Par contre, quand ils vendent une formation, ils vont vendre, par exemple, ils vont joindre un programme de formation. On va le noter dans les procédures. Principale tâche, je joins un programme de formation avec une proposition commerciale. En termes d'outils, je remets mes outils. Mes outils, c'est mes programmes de formation à jour, c'est mes programmes de formation, c'est mon site internet, c'est mon catalogue si j'en ai un, c'est une petite fiche d'accueil ou c'est un petit livret d'accueil, souvent dans les CFA, les choses comme ça, ou même dans beaucoup de centres de formation, il y a des livrets d'accueil. Il y a des fiches d'accueil, il y a un mail d'accueil, il y a un mail de convocation. Tout ça, ce sont des éléments qui vont communiquer, donc qui répondent à ce critère. Donc, je vais lister dans tout, pour tout. Alors, moi, c'est le conseil que je vous donne pour préparer votre audit. À partir d'un manuel qualité que je vous montre là, par exemple, critère par critère, vous déclinez ce que vous faites. Donc, je fais des programmes de formation, je fais paraître des publications sur LinkedIn pour informer les clients que je vais bientôt avoir une session de formation. Alors, je donne des exemples. Donc, mes outils, c'est programmes de formation, site internet, réseaux sociaux. Je peux montrer, par exemple, que je fais aussi des pubs dans les journaux. Il faut démontrer que je suis transparent avec mon client, que je communique, que je donne des éléments. Les productions preuves, mon site internet, il est à jour. Par exemple, l'auditeur, il va regarder votre programme de formation, je dis n'importe quoi, habilitation électrique, parce que vous venez d'avoir un agrément du CARSAT. Votre programme de formation habilitation électrique, il a changé. Il va vérifier que sur votre site internet, la communication, oui, c'est la même. C'est-à-dire, il va vérifier que vos programmes de formation sont aussi à jour sur votre site internet, par exemple.
voilà le type d'audit que vous allez avoir. De toute façon, la première chose que fait un auditeur, c'est qu'il va regarder votre site Internet, il va regarder votre organigramme, il va regarder votre bilan pédagogique et financier. Voilà. Et du coup, il va déjà, lui, il va déjà prendre des informations sur votre activité. Hein. Donc, il va déjà se faire des idées sur votre communication. Voilà. Sauf que lui va vouloir aller plus loin. Donc, dans mon tableau que j'élabore avec les personnes que j'accompagne à l'audit, on recense les tâches, tout ce qui est fait pour répondre aux premiers critères, les outils que j'utilise. Donc, par exemple, vous avez aussi, par exemple, le mail à Outlook. Quand vous faites, par exemple, de la veille, vous avez un dossier à Outlook, veille documentaire, veille juridique, veille métier. Ça, ce sont des preuves pour un auditeur que vous faites de la veille. C'est une trace. Et ensuite, eh bien, vous avez les productions preuves. Ça peut vous aider, vous, à recenser les documents qui vous manquent. Par exemple, mes programmes de formation ne sont pas à jour. Parce que ce n'est pas marqué « mise à jour le ». Ou alors, par exemple, programme de formation pour 2021. Chaque année, vous changez vos catalogues, par exemple. Voilà. Et donc, les productions preuves, attelez-vous à dire comment je montre que j'ai un site Internet qui est à jour. Par exemple, sur votre site Internet, c'est marqué, les programmes de formation MAJ, par exemple, telle date, ou en tout cas, ils sont en lien aussi avec vos kits pédagogiques, etc. Voilà. Je vous ai donné un autre exemple, par exemple, le critère 12. Pareil, sur le même principe que ce tableau, moi, je vous invite vraiment à créer un tableau. Alors, ça doit être déjà le cas pour beaucoup de personnes. Hein, et à essayer de le remplir de manière, on va dire, un peu objective, parce que c'est très dur de mettre en valeur ces pratiques. Et très souvent, mon rôle dans mon accompagnement à la certification, c'est de mettre en valeur ce que vous faites. Parce que souvent, on fait les choses, on fait tout, tous les critères pratiquement, ils sont remplis. Mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne sais pas comment matérialiser, démontrer que je le fais, tout simplement. Je pense, par exemple, après, j'ai plein d'exemples et je vous donnerai tout à l'heure parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Rémi me fait signe. Alors, par exemple, le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir. Alors, ce critère-là, on se dit, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je mets en… Alors, du coup, vous avez vu, moi, je reformule à chaque fois. Alors, mettre en œuvre des mesures. Alors, je reprends ce qui est demandé dans le critère. Par exemple, le 3.12, là, le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement, blablabla. Je le reformule dessous. Mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'engagement. Qu'est-ce que je mets en œuvre comme mesure? Je leur fais signer un contrat d'engagement, je leur fais signer une convention, je fais signer un devis de formation, donc l'employeur il s'engage, il va payer. J'adresse une convocation, je lui rappelle, bonjour monsieur, vous allez faire une formation de telle date à telle heure. Tout ça, c'est les tâches que je fais en début de formation. Je remets une fiche d'accueil, je remets le règlement intérieur, j'essaye de bien leur expliquer, je leur fais signer la feuille d'émargement, parce que si, ça va se voir si vous n'êtes pas là, si vous ne signez pas. Tout ça, ce sont des outils que vous utilisez et ce sont des preuves que vous respectez bien l'engagement, vous favorisez l'engagement du bénéficiaire. Donc là, je vous ai donné plein d'exemples pour vous aider, pour vous simplifier un petit peu le travail, comment répondre aux différents critères. Vous tracez tout ce que vous faites. Alors, je fais signer le devis. Et puis, je fais une convention. Du coup, je contractualise quand même. Il y a un engagement financier. Après, je fais une convocation. Je lui indique bien le lieu. Vous serez bien accueillis. Il y a du café. Hein, en début de formation, alors nous, on a choisi le livret d'accueil personnellement. Voilà, nous faisons beaucoup de formations en intra sur des formations très courtes. Un livret d'accueil, je trouvais ça lourd. Le papier, l'écologie, je trouve que ce n'est pas très écologique. Donc, on a une petite fiche qui indique le référent handicap, qui indique le lieu, les horaires, le formateur, le sujet, éventuellement à l'issue, attention, hein, à l'issue de la formation, vous allez passer un petit diplôme. Enfin, j'essaye de
prouver que je fais tout pour que je favorise l'engagement du bénéficiaire. Souvent, mon intervention dans l'accompagnement, c'est vraiment de… Non, Rémi, reste en haut parce que je n'ai pas fini. Pardon, excusez-moi, je suis très bavarde en fait, je me rends compte. J'avais très peur de faire ce webinaire, mais en fait, je suis très bavarde, j'ai plein de choses à vous dire. Je me rends compte souvent, c'est que les gens, vous faites beaucoup de choses, mais vous ne vous rendez pas compte que ça peut être un élément de preuve. Il suffit simplement, l'autre fois, j'étais en échange avec un organisme aussi, et il me dit, oh mais non, mais nous là, c'est à l'oral. Faites signer une feuille d'émargement, comme quoi vous avez fait une réunion. Voilà, vous avez le droit de faire des comptes rendus de réunion en mettant, ce jour-là, on a par exemple parlé du handicap, on a sensibilisé nos équipes, vous faites des réunions d'équipe, vous faites bien une feuille d'émargement, c'est une preuve. Voilà, qui démontre bien que vous faites des choses. Donc, par exemple, moi, en cas d'absence… Non, Rémi, s'il te plaît, c'est très long. Je m'excuse, je suis un peu longue peut-être là-dessus, mais c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir préparer votre audit. C'est pour chaque critère, je remplis. Par exemple, en cas d'absence, premier jour de formation, les autres jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler le client. Puis, vous allez lui faire un petit mail. Bonjour, monsieur, ce jour, votre stagiaire, il n'est pas là. Votre salarié, ou alors vous allez prévenir Pôle emploi, vous allez prévenir la mission locale, monsieur Dupont ne s'est pas présenté ce matin. Ça, c'est une preuve que vous mettez bien en œuvre des mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires. Donc, moi, j'ai mis en cas d'absence le premier jour de formation et les autres jours, contact téléphonique, mail avec le commanditaire, le participant. J'appelle le participant, je lui envoie un mail, bonjour monsieur, vous étiez engagé, etc. Mise en œuvre d'un recueil des besoins en début de formation afin de favoriser l'adhésion, tour de table, auto-évaluation, entretien individuel. Tout ça, c'est des choses que vous faites quand vous faites une information collective. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'écouter, la personne, vous allez lui faire un entretien individuel, vous allez l'écouter, vous allez acter très certainement sur un livret d'accueil ou alors sur une fiche d'accueil, comme quoi la personne s'est bien présentée à l'infoco, que vous lui avez expliqué la formation, que tout ça, ce sont des preuves d'une pratique, d'une qualité de service au service de vos clients. Donc, bien évidemment, en outil, on va mettre la convention, la convocation, la fiche d'accueil, le règlement intérieur, la relance téléphonique, la relance mail. Alors, relance téléphonique, moi, je vous dis ça parce que je suis NF 214, je note tous les appels téléphoniques entrants et sortants. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre, par exemple, relance téléphonique. Je peux le prouver puisque dans mon manuel, dans mon journal d'appel, c'est bien marqué que j'ai appelé le stagiaire telle date. Les productions preuves, la convention de formation elle est signée. Voilà, l'auditeur va me dire, démontrez-moi comment vous démontrez l'engagement. Regardez, j'ai fait signer une convention. Regardez le mail que j'ai envoyé au client, il a bien reçu sa convocation. La fiche d'accueil et le règlement intérieur ont été donnés parce que je le donne systématiquement, c'est marqué quelque part, ou alors vous le systématisez dans vos procédures, par exemple. Moi, dans ma charte qualité de mes formateurs qui travaillent avec moi, je travaille donc avec la plupart des sous-traitants indépendants qui ne sont pas Calliope. Donc, je leur fais signer une charte qualité pour répondre aux fameux critères qui rentrent dans le cadre de comment je fais appliquer la qualité. Comme ça, je leur fais signer une charte qualité, par exemple. Ça, c'est encore un exemple que je vous donne pour répondre aux critères. Et je centralise également tous les mails dans un dossier Outlook. Pensez bien à ranger vos boîtes mail à Outlook. Des dossiers dans votre boîte à Outlook, ce sont des preuves, ce sont des traces, ce sont des mails. Le mail a une valeur, c'est une trace. Les évaluations individuelles, par exemple, moi je fais pas mal d'auto-évaluation à l'entrée de formation sur un positionnement, donc la personne elle s'engage, elle dit ça je sais, ça je sais pas, ça je vais apprendre, voilà. Donc si vous voulez, en termes de preuves, ça fait quand même pas mal d'éléments qui nous permettent de valider en fait le critère. Là, le critère, on peut dire qu'il est validé. J'ai une convention, voilà. Et donc, l'idéal pour vous de préparer votre audit Calliope, c'est de structurer vos pratiques critère par critère. Moi, c'est ce que je vous conseille, de structurer vos pratiques critère par critère en faisant ressortir ce que vous faites, les outils que vous utilisez, dossier Outlook, support écrit, etc. Et
votre production preuve, sous cette forme comme je vous l'ai montré là, convention signée, convocation envoyée. Ça, ce sont des preuves. Il y a un monsieur qui n'a plus de son. Ça, ce sont des preuves qui vous permettent de valider votre critère. Voilà. On passe à la suite. Voilà, donc après, par exemple, moi, dans mon tableau, là, par exemple, hier, j'étais donc dans une entreprise qui ne fait pas, pour les formations en alternance, le prestataire en lien avec l'entreprise, blablabla, le critère n'est pas, donc je le mets en rouge. Par contre, je le laisse dans mon descriptif. Je le laisse parce que il faut que vous ayez bien tout le référentiel. Vous mettez non concerné pour ce qui ne vous concerne pas, et bien en informer l'auditeur. Par exemple, vous ne faites pas d'AFEST, par exemple, vous ne faites pas d'alternance, par exemple, vous ne faites pas de certification. Donc, vous n'êtes pas concerné tout simplement par ces critères. Vous ne faites pas de bilan de compétences, vous n'êtes pas centre de formation d'apprentis. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères dont vous n'êtes pas concerné. Voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai marqué donc plus haut, non concerné. Voilà. Votre tableau, il doit être complet avec tous les critères et quand vous n'êtes pas concerné, vous vous mettez directement non concerné. Et vous pouvez tout à fait soumettre ce petit manuel, ce petit livret, ce tableau, vous l'appelez comme vous voulez, à votre auditeur. Hein. Vous pouvez sans problème lui soumettre ce tableau. Après, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille et c'est comme ça que j'ai préparé ma NF 214 et c'est comme ça que j'ai préparé mon Calliope. Alors, ce que je vous disais depuis tout à l'heure, donc vous avez compris que je me suis permise d'organiser ce webinaire parce que j'accompagne moi-même, jusqu'à présent, donc j'ai déjà accompagné 2, 3, 4, 5, 6, une bonne dizaine de structures à la certification Calliope. Donc, je souhaitais vous rassurer aussi parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bon nombre d'organismes de formation ont déjà des pratiques qualitatives dans leur manière de fonctionner. La difficulté, c'est de mettre en avant ces pratiques, de les rendre visibles, de les rendre traçables et prouvables. Je dois prouver, je dois démontrer. Quand, par exemple, j'analyse la satisfaction, déjà, je recueille la satisfaction. Je vais montrer à l'auditeur les fiches de satisfaction renseignées, soit par Internet, soit par papier. Ensuite, je vais montrer comment chaque année, je fais une réunion qualité et je traite, j'analyse ma satisfaction annuellement, par exemple. On ne peut pas le faire tout le temps non plus. Hein. Il y a des organismes qui le font tous les mois, il y a des organismes qui le font tous les ans. Tous les ans, je change mon chiffre dans mon site Internet. 9,8% l'année dernière de clients satisfaits, sur 10, de taux de satisfaction, par exemple. L'année d'avant, c'était moins, l'année d'après, c'était plus. Voilà. Merci beaucoup, Madame de Sama. Alors, pour ce que je vous mettais là, mon accompagnement consiste à renseigner la totalité des critères avec l'organisme que j'accompagne, avec mon objectivité, ma curiosité d'auditeur et le perfectionnisme. C'est vrai que je suis assez perfectionniste, c'est-à-dire que je vais aller loin dans ce que je peux attendre d'une préparation à l'audit, hein, parce que les auditeurs, ils vont tout regarder, ils vont regarder les dates de mise à jour, ils vont regarder vos kits pédagogiques, ils vont regarder si vous avez vraiment, par exemple, si vous dites que vous avez accueilli des personnes handicapées, voir si vous avez adapté vos parcours, est-ce qu'il y a des contenus qui sont un peu différents, des choses comme ça. Si vous avez, pensez bien à faire par exemple, quand vous allez nommer un référent handicap, il faut que ça se voit. Faites une réunion, un compte-rendu, et puis, par exemple, la direction a pris acte qu'à partir du telle date, Madame Dupont serait le référent handicap, etc. Alors, c'est vrai que moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier, donc ce que je mets vraiment à des trames de base indispensables et améliorées pour répondre aux exigences du référentiel, pensez bien toujours à des fiches modèles d'ingénierie, par exemple des petites fiches procédures ou des fiches qui tracent, par exemple, une auto-formation, une auto-évaluation, et ça, c'est indispensable. Un modèle de programme de formation répondant aux exigences, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, ça c'est très important, ça sera contrôlé de toute façon, ça sera vérifié par rapport à la conformité.
Une matrice pour réaliser un livret d'accueil, une fiche d'accueil, un petit document qui, en tout cas, recense un petit peu ce que vous êtes en capacité d'apporter à la personne qui va suivre une formation avec vous. Les documents, j'ai envie de dire, officiels et classiques de la mise en place d'une action de formation, une convention, une convention de formation, un contrat de formation, une convocation, un règlement intérieur, des conditions générales de vente, attention, hein, ça c'est important. N'oubliez pas non plus le RGPD. Les feuilles de présence, attestation de fin de formation, certificat de réalisation. Alors, on m'a posé la question hier, parce que l'organisme n'était pas au fait de ce que c'était la différence. Le certificat de réalisation, c'est pour attester bien de la participation de la personne. C'est ce qu'on appelait avant l'attestation d'assiduité, l'attestation de présence. L'attestation de formation, on est plus sur une attestation de compétences. Monsieur Dupont, il a participé à une formation en anglais, il a atteint le niveau A1, B1, je dis n'importe quoi, dans les cas de compétences, par exemple, du référentiel linguistique. Des modèles des contrats de sous-traitance et chartes qualité pour les sous-traitants, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, des modèles de questionnaire de satisfaction à chaud et à froid. À froid, vous pouvez faire 6 mois. Que peut-on fournir pour prouver que l'organisme respecte les RGPD? Alors, pour le respect de la RGPD, pensez bien dans vos… Alors, Rémi me dispute. Je ne peux pas m'empêcher. J'ai vu la question, j'ai envie de répondre. Alors, pour la RGPD, déjà, soit dans votre règlement intérieur, vous avez obligatoirement mis un paragraphe dans le respect du traitement des données. Sur votre site Internet, vous devez avoir un paragraphe également qui respecte les RGPD. Et dans les conditions générales de vente. Moi, c'est ce que j'ai mis. Alors, vous mettez bien, vous savez, sur la CNIL, vous allez sur la CNIL, vous avez un petit paragraphe RGPD où vous respectez donc l'utilisation des données personnelles des personnes que dans le cadre de la formation pour laquelle la personne elle est chez vous. Ensuite, vous identifiez bien un responsable. Moi, par exemple, c'est marqué, je donne les coordonnées de la CNIL de manière obligatoire et je donne mes coordonnées parce que c'est moi la responsable du traitement des données. Mais vous avez un paragraphe type dans sur le site de la CNIL pour les RGPD. Vous mettez ça, je vous dis, dans votre règlement intérieur pour le traitement des données personnelles. Vous mettez ça dans vos conditions générales de vente. C'est bien. Voilà. Des modèles de questionnaire, voilà, un modèle de plan de développement des compétences, par exemple. Des tableaux de suivi pour les résultats des acquis, le niveau de satisfaction, vos actions d'amélioration continue. Par exemple, vous préparez à des certifications, faites un tableau chaque année avec un onglet, vous faites un Excel, vous mettez, je ne sais pas moi, CQP vendeur, j'ai eu 15 candidats, 15 réussites, par exemple 3 abandons. Ayez des tableaux comme ça de gestion, des tableaux de suivi de résultats. Parce que vos résultats, chaque année, vous allez les mentionner sur votre site Internet, vous allez communiquer, ça c'est le fameux critère 2. Un modèle de plan de développement des compétences, ça, vous n'allez pas tellement pouvoir y couper. Vous devez démontrer que vous suivez, même pour vos personnes. Moi, j'ai un tableau de plan de développement des compétences de mes salariés et des indépendants qui travaillent pour moi. Chaque année, je mets toutes les formations qu'ils ont suivies. C'est du travail, mais au moins vous démontrez que vous suivez les compétences, l'amélioration et l'acquisition des compétences de vos équipes. Voilà. Je vais avancer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Je bavarde. Il reste un quart d'heure. Bon, après, si on peut dépasser un petit peu, ce n'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a des questions, Rémi, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il va y avoir des questions. Alors, ce que je vais faire, je vais terminer. Voilà, je vais terminer. Donc là, je vous ai donné en gros ce qu'il va vous falloir pour préparer votre audit. Et puis après, bien sûr, des exemples de procédures pour se poser les bonnes questions et formaliser son organisation. Par exemple, systématiser l'évaluation des connaissances des apprenants, mais ça, vous le savez. Gérer des inscriptions aux sessions, par exemple, combien j'ai d'entrées, combien j'ai d'inscriptions, combien j'ai de réussites, combien j'ai d'abandons, pourquoi j'ai d'abandons. J'analyse un petit peu l'activité de mon organisme. Gérer la satisfaction, donc vous devez, quand vous allez donc questionner vos stagiaires à l'issue, êtes-vous satisfait ou non de la formation, oui, pourquoi, comment, etc. Et après, il faut le recentraliser de manière anonyme et annuellement, il faut que vous ayez des chiffres. Par exemple, chaque année, je ne sais pas, vous avez accueilli 500 stagiaires. Sur ces 500 stagiaires, 200, par exemple, vous avez obtenu la note de, il faut être 5 questions à la satisfaction, il ne faut pas faire des gros trucs, mais vous avez obtenu, par exemple, 4,9 de satisfaction stagiaire et par exemple 3,2 sur les outils remis, par exemple. Voilà.
Il faut que ça se voit, il faut que ça soit vivant, il faut que… Donc, recruter, intégrer des formateurs, des formatrices, donc il faut bien que vous traciez ça, comment vous recrutez, les CV, les diplômes de vos formateurs, les attestations de vigilance pour vos indépendants. Vous êtes tenu tous les 6 mois de récupérer les attestations de vigilance de vos indépendants parce que en tant que sous-traitant, vous devez faire en sorte qu'ils respectent bien comment on appelle ça, le règlement de leur URSSAF. Hein, voilà. Inclure un public en situation de handicap, alors ça, c'est dans tous les critères, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit dans vos programmes de formation. Mettez formation accessible aux personnes en situation de handicap. Sur votre petite fiche d'accueil, un référent handicap est à votre disposition, n'hésitez pas à l'interpeller. Il faut que ça se voit. Voilà. Et ensuite, Rémi. Donc là, la phase 3, donc la phase 1, je vais déjà prendre connaissance du manuel. La phase 2, je vais élaborer, alors ça c'est la plus grosse pour moi, la plus grosse partie, c'est cette phase 2 où je vais élaborer mon tableau, mon manuel, mon livret, ce que vous voulez avec tous les critères et je vais tracer tout ce que je fais avec tous mes outils, puis je vais les améliorer pour que ça se voit. Voilà. La phase 3, accompagnement, formation des acteurs, ça veut dire que je mobilise mes équipes et je les sensibilise à ce que je fais. Il faut qu'ils s'approprient la démarche Calliope que vous mettez en place. Ils doivent mettre, la démarche, elle doit être mise en pratique selon le rôle et les missions de chacun. Une secrétaire, une assistante commerciale, un formateur, ils ne la mettront pas de la même manière en œuvre. Communiquer sur les attendus, les exigences de sa mise en œuvre, leur dire attention, il faut faire des évaluations, attention, il faut bien faire la satisfaction à la fin. Par exemple, voilà. D'acter le processus qualité attendue. C'est pour ça que ce manuel, c'est l'idéal parce que vous tracez tout ce que vous faites et en même temps, comment justifier les compétences du sous-traitant lorsque l'on a contractualisé? Je me fais disputer. Allez, je vais vous répondre tout de suite. Donc, il fera partie intégrante. Alors, votre manuel, votre livret qualité avec tous vos références, vos critères qualité à laquelle vous aurez répondu, chaque année, vous allez le modifier, vous allez le faire évoluer. Et ce manuel s'inscrira dans l'amélioration continue de vos pratiques puisqu'il évoluera dans sa mise en œuvre et fera l'objet d'une mise à jour en continu du management de votre qualité. Voilà. Ensuite, je vais finir rapidement pour répondre à vos questions, parce que je pense que c'est le plus important, c'est vos questions. La validation des actions de qualité mises en place, alors là, c'est la dernière ligne droite. La mise en œuvre de la démarche qualité, elle n'est jamais terminée, puisque vous êtes en continu. Mais par contre, le tableau rédigé, les outils, les preuves, les procédures créées en phase avec le guide de lecture et le niveau attendu avec les exemples que je vous ai montrés au début, et là, vous pouvez déjà, même 2-3 mois à l'avance, contacter un organisme certificateur et demander déjà la date de votre audit. Voilà. L'audit vous permettra, ça va acter ce qui est conforme. Et puis, ce qui n'est pas conforme, ce n'est pas grave. Vous le mettrez, donc vous pourrez lever vos non-conformités. Les non-conformités sont levables en 2-3 jours, même à l'instant T. Vous pouvez très bien, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais une non-conformité mineure, j'avais oublié de mettre un prix sur un programme. Je l'ai fait tout de suite, mon collègue a tout de suite mis sur le site internet, etc. Voilà, donc les points améliorés permettront de mettre en place de nouveaux challenges pour l'audit de surveillance. Vous avez donc 3 mois pour mettre en place, pour répondre aux non-conformités, et puis pour les lever, puis 6 mois pour le prouver. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous mentionnez sur tous vos programmes vos résultats vos résultats de certification. À partir vous le mettez en place. Et puis, quand, par exemple, vous envoyez un mail à un client avec un programme de formation où il est bien précisé, par exemple, le taux de réussite, à ce moment-là, vous envoyez le mail, copie du mail à l'auditeur pour lui prouver que vous l'avez bien mis en place. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, en tout cas, ce que je vous propose, c'est un accompagnement de 4 à 5 jours selon votre profil, parce que ça dépend un petit peu de où vous en êtes. Alors, je mets bien évidemment à votre disposition le tableau que je vous ai montré, je le fais en totalité, sur la totalité des critères avec vous, je le remplis avec vous, puis je vous aide à créer, je vous aide à tracer, je vous aide à dire, non, ça se voit, voilà, ça c'est la preuve. Regardez, vous avez un ERP, on voit les dates de planning, et vous voyez que, voilà. Merci beaucoup. Voilà, je mets également à votre disposition des modèles d'outils, bien sûr, pour faciliter la mise en conformité des différents critères. Le plus souvent, c'est ce que je disais, vos pratiques, vos organisations remplissent la plupart des critères. Mon rôle, c'est principalement de rendre visible, de mettre en preuve vos pratiques.
Voilà, j'espère que ce webinaire va vous permettre de mieux envisager la certification. Il faut vous lancer à partir d'un tableau et remplir critère par critère. Je vais répondre aux questions, si vous voulez bien me les soumettre, Monsieur Barge. Eh ben, merci Pascal. Désolée, j'ai parlé. Pas de souci. J'avais beaucoup de choses à partager, en fait. Alors, les questions, on va commencer par la première question qui était en début de webinaire. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Pour les gens qui partent, là, dites-moi juste si pour vous, c'est... Voilà, est-ce que ça a répondu un peu à vos demandes, à vos questions? Parce que c'est important. Hein. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, la première question est concernée Cécile. Alors, on y va. Bonjour, qu'est-ce qui est exigible dans le cas d'une sous-traitance, une formation dispensée pour un autre organisme? Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qui est, c'est-à-dire? Je pense que cette question en fait tourne autour d'un organisme de formation qui sous-traite un autre organisme de formation. Oui. Alors, dans l'idéal, si vous êtes Calliope, que l'autre il est Calliope, il n'y a pas de souci. Vous êtes tous deux donc Calliope. Donc, par contre, si un autre organisme sous-traite une formation, l'organisme il est Calliope, il sous-traite une formation qui n'est pas Calliope, vous devez être vigilant à ce que tous les critères soient respectés, c'est-à-dire, par exemple, le programme de formation, il y a bien les prérequis, il y a bien les méthodologies, il y a bien les méthodes pédagogiques, il y a bien tout. Il faut faire attention qu'il y ait bien une évaluation, un positionnement. Il faut bien qu'il y ait le recueil de la satisfaction des stagiaires. Il faut respecter, il faut que votre partenaire, en fait, il respecte. Merci beaucoup. Il faut que le partenaire respecte les critères dans tout ce que vous avez. Par exemple, vous êtes Calliope et vous sous-traitez une formation qui ne l'est pas. Vérifiez bien que tout soit bien fait. Les évaluations, le kit pédagogique, le déroulé pédagogique, le support pédagogique. Vérifiez tout. Vérifiez tout, comme si c'était pour vous. Parfait. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est d'élaborer une charte. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes sous-traitants. J'ai élaboré une charte où j'ai mis tout ce que, en tant que sous-traitant, comment obtenir… Je ne suis pas gentille. Ouais, je ne suis pas gentille. Excuse-moi, je me dépêche. Alors, vas-y, Rémi. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que j'ai répondu à la question d'abord? Est-ce que la dame, elle a eu sa réponse? Céline, est-ce que vous avez eu votre réponse là par rapport à ce que je dis? Donc, il faut bien faire une charte qualité. Vous mettez bien faire la satisfaction, bien soyez vigilant à bien faire des évaluations, faites bien le déroulé pédagogique en réalisé, etc. Je pense que c'est bon parce qu'on n'a pas retour de sa part. Alors, attendez. Voilà. Il y a donc d'autres questions? Oui. Alors, j'espère que je prononce bien. Monsieur Toisy, bonjour. Comment peut-on justifier les compétences du sous-traitant lorsque l'on a contractualisé avec une plateforme e-learning? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le formateur? Ah ouais, là, c'est Je pense en fait que c'est clairement en fait une plateforme e-learning qui est utilisée en tant que support de formation. Et comment en fait on peut justifier de la qualité en fait, en gros, de l'action en fait du formateur e-learning, entre guillemets, de la plateforme e-learning. Je pense que c'est ça. Exactement. Et oui, non, là maintenant avec Calliope, il va falloir vraiment que vous soyez vigilants et vous devez contrôler qu'il y ait bien une évaluation, qu'il y ait bien un déroulé pédagogique qui correspond à un programme, qu'il y ait bien une progression, que les supports utilisés, il faut bien tout contrôler par rapport aux critères. Ouais. Donc, concernant bonjour Alors, à tous. Il y avait une autre question, Pascal. Donc, oui. Merci. Tac. Bonjour. Si nous sommes dans un espace de travail type bureau, club, pépinière, etc., oui. avec des bureaux administratifs et des salles communes que l'on réserve, oui, pas de suis-je aux normes sur la critère pas de problème. de conformité? Ah oui, complètement. Vous avez le droit. Par contre, ce qu'il faudra bien démontrer, c'est le contrat de bail. Vous allez avoir un contrat de location, donc vous prouvez que vous mettez bien les moyens à la disposition de vos stagiaires par ce contrat de bail, par ce bail de location qui démontre que vous avez bien des locaux. Il n'y a pas de problème. Vous avez des formateurs indépendants, ils n'ont pas de locaux. Hein.
et qui sont Calliope. Là, je suis en train d'accompagner un indépendant qui est tout seul. Il travaille à son compte. Il n'a pas de locaux. Son bureau, il est chez lui. Il va recevoir l'auditeur chez lui et il n'y a aucun problème. La mise en place de moyens, hein, c'est être en capacité de dire que, ben oui, vous louez des salles, vous avez des contrats de location. Alors, on a une autre question par Madame Moriou. Quel est l'intérêt à être certifié? Alors, pour le moment, nous avons une déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet d'Île-de-France. Oui. Est-ce suffisant? Est-ce urgent? Alors, oui, tout à fait. Vous êtes au centre de formation. Vous avez fait votre numéro de déclaration d'activité auprès de la DRITS, qui n'est plus la directe maintenant, c'est la DRITS. Vous avez déclaré que vous faites bien une activité de formation. Donc, à partir de là, à partir du moment où les clients, entre guillemets, vous payent directement, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous devez percevoir une prise en charge, par exemple, vous avez un client qui a une prise en charge de son organisme paritaire agréé ou de l'URSSAF d'ici l'année prochaine, parce que c'est dans le cadre du plan de développement des compétences ou dans le cadre du CPF, là, vous ne pourrez pas percevoir, merci, vous ne pourrez pas percevoir, par contre, là, vous ne pourrez pas être payé ni par l'URSSAF, ni par les OPCO, ni par le CPF, parce que vous devez respecter le référentiel qualité. Y a-t-il... Donc, est-ce que j'ai oublié des questions? Voilà. Après, je vous invite à prendre le micro, hein, si vous préférez les poser à l'oral. Oui, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Il y a encore du monde, il n'y a pas de souci, on peut encore rester un petit moment. Moi, on peut rester pour échanger. Il n'y a pas de aucun souci, problème. avec plaisir. Moi, il y a d'autres questions, Rémi? Pour l'instant, oui, il y a une question de Madame Guiteau. Madame Guiteau. Donc, Madame Guiteau a levé la main. Donc, hop. Bonjour. En fait, j'ai une question qui... Vous pouvez réactiver votre micro si vous le souhaitez. Hein. Il est activé. Oui. Alors, vous avez pu réactiver? Allô, allô. Là, on vous entend. Allez-y. D'accord. En fait, je suis formatrice indépendante depuis peu de temps et je trouve qu'il y a énormément de critères de Calliope en fait, qui, du coup, on ne va pas dire qu'ils ne s'appliquent pas, mais pour s'adresser à une seule personne, en fait, cette personne fait tout. Donc, comment peut-on attester soi-même d'être formé, des choses comme ça? Eh bien, par des attestations. Je n'ai pas entendu le début, pardon, de votre... Je suis désolée, on vient seulement de me mettre le son. Pour les formateurs indépendants, en fait, il y a énormément de critères qui s'appliquent à nous-mêmes. Donc, finalement, ça revient à faire du déclaratif. Non, pas du tout, madame. Vous allez dire, par exemple, moi, je suis diplôme, vous allez montrer votre diplôme. Après, vous allez démontrer, par exemple, quand vous avez fait un webinaire, vous vous êtes formé en 2008, je dis n'importe quoi, madame, je m'excuse, sur, je sais pas, les risques psychosociaux, vous démontrez que vous avez été formé au truc. Ensuite, en effet, vous êtes toute seule, donc vous êtes référente pédagogique. Vous démontrez que vous faites vos déroulés pédagogiques. Vous allez les montrer, vos déroulés pédagogiques. Ensuite… Je suis d'accord. Je pensais à d'autres critères, mais je comprends votre réponse. Par contre, je voulais aussi revenir sur l'une des questions qui avait été soulevée tout à l'heure, dans le cadre de la sous-traitance. Quand on est le sous-traitant, comment nous pouvons prouver, lors d'un audit éventuel, d'avoir répondu à ces critères, alors que c'est l'organisme de formation, on va dire, commanditaire, qui a pu rassembler les demandes. Bien sûr, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous. Pourtant, si nous voulons être Calliope aussi, il faut qu'on puisse y répondre également. Excusez-moi, alors je n'ai pas compris ce que vous me dites, pardon. Alors, vous, si vous voulez être Calliope, il n'y a pas de problème. Vous remplissez les critères en tant qu'indépendante. En effet, vous êtes toute seule. Donc, vous créez vos supports pédagogiques. Vous avez… je ne comprends pas votre question, en fait. Si vous êtes indépendante et que vous voulez être Calliope, ça ne pose aucun problème. Hein.
Je comprends pas. Je pense au bilan, à tout ce qu'on doit prouver, les résultats qualité, l'insertion, ce genre de choses. On n'a aucun moyen d'avoir accès à ces infos, puisqu'elles sont remises aux commanditaires, pas aux sous-traitants. Je ne peux pas avoir un résultat d'examen, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné. Vous voulez préparer à l'examen, mais ce n'est pas vous qui faites passer l'examen, parce que c'est un autre organisme. Donc, vous ne remplissez pas ce critère, ce n'est pas grave. Vous remplissez les critères en fonction de ce que vous faites. Après, si vous êtes que sous-traité, vous démontrez les contrats que vous avez mis en œuvre. Après, bien sûr, vous allez me dire, mais Pascal, moi, je n'ai pas accès au fait d'émargement, je n'ai pas accès à tout ça. Oui. Oui, mais c'est normal, ce n'est pas vous qui le faites. C'est pas grave, ça. Alors, comment je peux prouver lors de l'audit Calliope que je réponds à ces critères? Mais parce que vous devez de toute façon prévoir au cas où vous allez intervenir toute seule en tant qu'indépendante. Vous êtes une formatrice indépendante. Vous êtes un organisme de formation à vous toute seule. Donc, vous devez démontrer que vous avez des processus d'organisme de formation qui sont vierges parce que vous n'avez pas mis en œuvre, mais qui existent. Demain, je vous commandite sur un client. Par contre, vous ne passez pas par moi, vous êtes tout en direct. Donc, vous avez votre feuille d'émargement, votre fiche de satisfaction. Par contre, vous n'avez pas de critères, vous n'avez pas de résultats puisque vous ne l'avez pas fait encore. Mais ça existe. Vous comprenez? Je comprends. Je trouve ça très étrange, mais je comprends. Mais vous n'avez pas le choix. Hier, par exemple, avant-hier, j'étais en accompagnement avec un organisme qui est tout neuf. Donc, on a créé plein de documents, plein de process. Mais il n'y a encore rien de rempli. Est-ce que je peux tenter une question qui n'est pas complètement liée à Calliope? Moi, je suis super gentille. C'est très gentil. J'envisageais de faire une formation certifiante, mais à distance. Et à l'heure actuelle, pour les titres professionnels, par exemple, ce n'est pas encore prévu de pouvoir passer un examen à distance. Non, pas en distanciel, c'est du présentiel. Voilà, sauf que moi, j'ai des stagiaires qui sont à La Réunion, d'autres aux Antilles et d'autres en métropole. Je ne vois vraiment pas comment je peux les rassembler pour faire du présentiel. Sur du titre pro? Ouais. Ministère du Travail, non, ce n'est pas possible. Il faut organiser des sessions d'examen sur place. Alors, on va passer à... Merci. Je vous en prie, madame. Je suis désolé, madame Guiteau. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je vais passer à madame Moriou qui souhaitait intervenir depuis un petit moment. Allez-y, madame. Elle a coupé le micro, la dame. Non, vous m'entendez? Oui, ça y est, parfaitement. Là, on vous entend. Bonjour. Excusez-moi. Alors, ma question a été lue tout à l'heure par Rémi, mais alors j'ai eu un problème de son. Je n'ai pas eu le retour. Ma question était en fait quel était l'intérêt ou pas d'être certifié Calliope. Nous avons une déclaration d'activité enregistrée auprès du préfet de région d'Île-de-France. Et je voulais savoir si c'était suffisant. Alors, oui, à partir du moment où vous avez fait votre numéro de déclaration d'activité, où vous ferez bien votre bilan pédagogique et financier, vous êtes officiellement organisme de formation. Oui. À partir du moment où vos clients vont vous payer directement, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous avez à faire. Par contre, si demain, vous avez un client qui a une prise en charge d'un organisme paritaire agréé ou de l'URSSAF, ou si vous avez la Caisse des dépôts pour le CPF, vous ne pourrez pas être payé. Faites attention. Et les OPCA, si c'est via une OPCA? C'est un OPCA, justement. Vous devez être obligatoirement Calliope pour être financé par l'OPCA. L'OPCO, ça n'existe plus l'OPCA, mais c'est OPCO. L'OPCO, oui. Ouais. C'est pour bénéficier des fonds publics que vous devez vous intégrer dans une certification qualité. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il y a urgence ou pas? Si demain, vous avez une demande de OPCO, vous ne pourrez pas y répondre. Ou alors si, mais il faudra sous-traiter quelqu'un qui est Calliope. D'accord. C'est-à-dire vous pourrez faire cette formation, mais il faudra que l'organisme soit référencé Calliope, labellisé Calliope pour pouvoir faire cette formation. Enfin, chez les fonds. C'est nous en tant qu'organisme de formation. Non, vous ne pourrez pas, vous n'êtes pas Calliope. Vous ne serez pas payé. Par contre, vous pouvez sous-traiter un organisme qui est Calliope. Par exemple, moi, je le fais beaucoup. J'ai beaucoup d'indépendants qui travaillent avec moi. Ils ne veulent pas être Calliope parce que c'est vrai que c'est quand même un coût. Du coup, quand ils ont, par exemple, un client, moi, j'appelle ça les apporteurs d'affaires, ils ont un client qui a un financement OPCA, ils ne sont pas Calliope, ils passent par moi. Par contre, moi, je contrôle tout.
D'accord, oui, non, bien sûr. Voilà. Vous avez justement parlé de coûts. Oui. Alors, il y a une question juste avant le coup. Je suis désolé, il y a une question très intéressante, je trouve. Quelle est la durée approximative de travail entre la période de préparation et d'obtention de la certification? Et après, excusez-moi, je vous ai coupé. Ça dépend déjà de vos pratiques, en fait. Ça dépend si par rapport aux critères, il y a beaucoup de choses qui vous manquent ou pas. Moi, par exemple, un organisme de formation d'entreprise qui était très loin de Calliope, on a fait en 2 mois, mais avec mon aide. Après, moi, j'ai mis à peu près 4 mois pour vraiment être tranquille et passer tranquille. Merci. Est-ce que j'ai répondu à la question, monsieur? Est-ce que ça vous convient à peu près comme réponse? Ça dépend d'où vous en êtes, mais pour vraiment tout formaliser, pour tout tracer. Oui, jeune organisme de formation, donc à partir de 0, pas de problème. Hein, vous partez avec comme disait un peu madame, du déclaratif, c'est-à-dire vous dites, ben, moi aussi, voilà ma fiche satisfaction, voilà comment je vais travailler. Il faut poser tous les process, il faut répondre à tout, et vous pouvez sans problème être audité sur rien, quoi. Pardon de dire rien, pardon, mais je veux dire, pas de preuves. Mais par contre, à l'audit de surveillance, il faudra bien que vous ayez mis en application tout ce que vous vous étiez engagé. J'espère que je réponds bien aux questions, c'est un peu compliqué. Mais... Non, moi, je trouve ça très correct. Alors, il y avait une question qui est survenue. Oui, il y avait une dame qui... C'était peut-être Madame Moriou, non, une autre dame qui m'a parlé de coût, je crois. Ah oui, alors le coût, de toute façon, c'est un coût fixe. Hein. C'est un coût fixe. Ça dépend des organismes, je n'ai pas trop regardé là, mais... Alors, c'est un coût parce qu'il faut déjà payer l'audit. Il faut payer l'utilisation du label. Vous avez le auditeur qui se déplace la plupart du temps. Et puis après, vous avez tous les... C'est valable 3 ans, mais vous avez un audit de surveillance. Donc là, il faut le payer aussi. Oui, il faut compter entre 3 et 5 000 euros. C'est un investissement. D'accord. Et tous les 3 ans, on refait la même chose. C'est ça. Au bout de 3 ans, vous repartez sur un audit initial. D'accord. Pour un indépendant, c'est un coût. C'est pour ça que là, certains organismes, comme moi par exemple, mais bon, je travaille que depuis 28 ans, donc je les connais bien, mais on fait de la sous-traitance, quoi, apporteur d'affaires, parce que sinon, ils n'en sortiront pas, quoi. Puis c'est pas le but, il y a du travail pour tout le monde. Il faut travailler en bonne intelligence. On va dire pour parler pour en rajouter en plus. Alors attendez, on a un petit Je vais couper mon moteur. Voilà, impeccable. Juste pour vous rajouter un petit peu par rapport à ce qu'a dit Madame Bergouin, il est vrai que quand on est indépendant, il est compliqué de se projeter par rapport à Calliope. Donc c'est pour ça que moi, sur le terrain, ce que je vois beaucoup, je suis beaucoup amené à être sur le terrain. Donc déjà, les entreprises, vous l'aurez compris, mais également, je suis face à des entreprises qui ont leur propre centre de formation, et je reçois également avec Pascal les formateurs. Donc, on a l'habitude de constater, on a force de constater que souvent, les indépendants, il est plus simple pour eux de faire de la sous-traitance et de l'apporteur d'affaires auprès d'organismes de formation, c'est-à-dire d'apporter leurs clients qu'ils utilisent le Calliope d'un organisme de formation. Voilà. On appelle, voilà, comme vous avez dit Pascal, l'apporteur d'affaires. Après, il est vrai que la question de Calliope se pose plus lorsque vous avez des projets de structure, de mise en place de structure, quand vous avez une offre de formation vaste, quand vous formez vos clients, enfin, excusez-moi, mais quand vous êtes sur un autre secteur d'activité, mais que vous souhaitez former vos clients à vos produits, par exemple, ce sont des choses qui sont d'autres chemins, mais qui sont régulièrement utilisées par les structures, puisqu'elles y trouvent leur compte, justement, à devenir Calliope. Après, c'est à vous de faire la part des choses. C'est simple, hein, c'est une balance. Hein. Ce que ça va vous rapporter et ce que ça va vous coûter, c'est tout. Faites votre balance. On assiste au scope qui labellise Calliope.
et qui, au sein de la SCOP, ont des gens qui vont bénéficier de la certification de la SCOP. Donc, on est déjà là-dessus. Là-dessus, je vous mets en garde parce qu'une même formation avec un même contenu doit obligatoirement avoir le même tarif. Là-dessus, il faut faire attention. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense que, écoutez, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai pu répondre vraiment à des interrogations parce que c'est vrai que… Vous avez toujours votre micro? Je ne sais pas. Bien. Voilà, moi, je voulais vous remercier en tout cas pour votre participation, votre écoute. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup d'angoisse, mais c'est très, très bien parce que du coup, vous voyez, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ma vision des choses, ma manière de procéder pour essayer de vous faciliter, de dédramatiser un petit peu. Voilà, moi, je vous souhaite en tout cas tous, c'est très gentil, merci pour, j'ai que des gentils commentaires concrets, utiles, c'était le but. C'est vraiment voilà, d'être pragmatique, d'être pratico-pratique parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Je suis à votre entière disposition, même sur une journée. Hein, j'ai accompagné un organisme sur une journée, un indépendant, tout seul. On s'y met, voilà, mettez-vous bien et puis pas de soucis. Accrochez-vous, il n'y a pas de raison. Et puis, les non-conformités, c'est très bien. Ne vous inquiétez pas, ça vous permettra quand même de toute façon d'être certifié. Bon courage. Merci à vous tous et peut-être à bientôt. Pascal Le, avec un E. Merci Pascal, c'était une super intervention. Merci pour toutes ces explications. Alors moi, si vous voulez, je peux rester un peu en ligne pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Ah, pardon. Merci Pascal, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Effectivement, les aléas du direct, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc moi, je vais rester en ligne pour ceux qui veulent un peu plus approfondir au niveau des possibilités d'accompagnement. Voilà, qui souhaitent en savoir plus. Donc là, je vous laisse la parole. Également, pour ceux qui veulent, je peux laisser mon numéro de téléphone et on peut éventuellement se prévoir un rendez-vous en visio ou autre, ou en présentiel, hein, si vous souhaitez en savoir plus et aller un peu plus loin au-delà de ce webinaire. Voilà. Et puis, je vous laisse la parole. Si vous souhaitez terminer là-dessus, je vous laisse vous déconnecter. Sinon,